Bonsoir Claire, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Ça fait un bail, Effectivement, hein? effectivement. Comment va la famille? Je- je- Ça va, par la grâce de Dieu, merci beaucoup. Il y Je a t'ai pas- entendu laminer le gars là hier. Ah oui, oui, ça c'est devenu... bon, lui ne valait pas grand-chose. Quelqu'un qui n'a même pas de cohérence dans son discours. Tu dis que C'est ça. tu veux venir... En fait, il était venu pour insulter le président. Et connaissant sa méthode, Mhm. voilà, il est venu, il dit non, lui, il est venu pour faire un débat avec moi. Bon, quelqu'un qui est venu pour faire un débat. Est-ce que toi et la personne, vous vous êtes entendu qu'il y a un débat? Non. Bon, est-ce que vous avez décidé des thèmes de débat? Non. Mais tu es venu comme ça et tu veux faire un débat. Ok, il n'y a pas de problème. Donc finalement, moi, j'ai dit aux gens, même si toutes les règles n'ont pas été respectées, bon, laissons-moi faire vite et puis on va passer. Et donc, on tombe dans le C'est ça. débat. On lui dit, bon, il fait beaucoup de bruit pour ne rien dire. Je lui dis, frère, faut donner les thèmes que tu as choisis là. C'est tout. Donne les thèmes que toi-même tu veux. Il tourne, finalement, il donne un thème. Il dit, on va parler. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait exactement aux gens du Nord? Et je lui dis Ouais. encore, comme c'est toi qui as convoqué le débat, donc toi-même, il faut parler. Il faut nous démontrer toute la beauté de l'œuvre de Laurent Gbagbo sur les gens du Nord, comme Les toi-même tu as autres. dit. Ah non, Laurent Gbagbo n'a jamais fait que du bien aux gens du Nord. Il est tellement bien qu'il a même marié Nadi Bamba, etc. Laurent Gbagbo, vraiment, c'est la main sur le cœur. Et tellement Laurent Gbagbo était bon, les gens du Nord, en 1990, ont voté en majorité Laurent Gbagbo, tout ça. On lui a donné 10 minutes. Quand il a fini, j'ai pris mes 10 minutes et il m'a mis au défi de lui dire ce que Laurent Gbagbo a fait de mal aux gens du Nord. J'ai dit, bon, Laurent Gbagbo a été élu quand? La première fois. Il n'a pas pu donner la date. Je lui ai dit, c'est le 26 octobre 2000 qu'il a été élu. J'ai dit, mais ce 26 octobre 2000 là, quel a été le premier mot de Laurent Gbagbo? Je donne ordre aux forces de défense et de sécurité de se défendre par tous les moyens. C'est ça. Et quand ils se sont défendus, le lendemain, on a vu le charnier. Maintenant, est-ce que tu as vu une famille autre que les familles du Nord se plaindre? Est-ce que tu as vu une autre famille d'une autre région se plaindre? Je dis ça fait un. De deux, ton Laurent Gbagbo là, le 10 mars 2010 à Divo, lorsqu'il était en train de faire l'ouverture de la promotion des gendarmes, qu'est-ce qu'il a dit aux gendarmes? Tous ceux qui sont en train de faire des revendications, matez-les et après on va chercher à savoir pourquoi ils ont manifesté. Ça, c'était contre qui? Quand il a décrété plateau, zone rouge, qui sont ceux qui ont été abattus? Les listes sont là et les victimes sont là. Je suis allé plus loin dans sa propre théorie pour le fonder dans sa propre théorie. Tu as dit devant tout le monde que Laurent Gbagbo en 1990 était très populaire au Nord. Il n'y a pas de problème. Bon. Quels sont les résultats des votes de 1990? Parce qu'il y a eu élection. Et tout le monde doit connaître le verdict. Félix Houphouët-Boigny, il ne peut pas connaître puisque ce n'est pas quelqu'un d'intelligent. Je lui ai dit, Félix Houphouët-Boigny a eu 86%, Laurent Gbagbo a eu 14%. Ça, c'est le verdict. Donc, quelqu'un sur toute la Côte d'Ivoire, 322 462 km², si on divise le pays en 4, quand on divise 14 fois 2, quand on divise 14% par 14 fois 4, ouais. Ça veut dire que Laurent Gbagbo n'a même pas obtenu plus de 3% de voix par région. C'est clair. Mais maintenant, je te concède cela parce que le niveau d'intelligence ne t'a pas au rendez-vous. Je vais te faire une faveur. Les 14% là, supposons que les 14% là, c'est exclusivement les gens du nord de la Côte d'Ivoire qui ont voté Laurent Gbagbo. Donc, les gens du nord, en 1990, ont été uniquement votés Laurent Gbagbo. Mais, ça veut dire sur chaque 100 personnes au nord, c'est 14 encore qui ont voté. Ça veut dire c'est comme si tu as eu 14 sur 100. C'est un échec lamentable. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, ce que tu dis ne tient pas. Et donc, j'ai laminé l'individu comme ça à plusieurs niveaux. Et il veut faire du bruit pour insulter, pour faire beaucoup de choses. Mais comme vous-même, vous le savez, hein, quand tu rentres dans ce domaine avec moi, je l'ai bien remué dans sa sauce. Et il veut maintenant manquer de respect à tout le monde. J'ai dit, mais ça ne se passe pas comme ça. En fait, il était venu pour faire plus de bruit en pensant qu'on va lui laisser faire passer sa propagande et il va dire n'importe quoi et puis enregistrer ça et puis partir avec. Et donc, chaque fois qu'il voulait sortir, j'essayais de le contraindre avec ses habitudes. Et on lui dit, bon, maintenant, il faut passer au deuxième sujet. Et cher René, pour le faire passer au deuxième sujet, ça a été
un combat indien. Ils tournent en rond. Tu n'as pas besoin de dire que ce que tu as dit est plus vrai que ce que moi j'ai dit. Les gens intelligents sont là, ils ont écouté les deux versions. Tout ce que tu as dit là, tu n'étais même pas basé sur un fait factuel qu'on peut vérifier. Après, aucune maintenant, référence. voilà. Il tombe maintenant dans les sujets comparatifs. Et dans le deuxième, il trouve que le président Ouattara, qui aurait été un économiste, a été un des plus lamentables et que voilà. Il a échoué partout. Voilà. Et c'est là après J'ai quand... entendu. Voilà. J'étais au supermarché, j'écoutais, il a dit ça, il a échoué partout. Voilà. Et donc, quand j'ai eu la parole, je lui ai simplement démontré les faits que ceux chez qui le président Ouattara, ça va prendre les crédits là, eux-mêmes, ils sont tellement fiers du président Ouattara que même aujourd'hui, si le président Ouattara veut, il peut avoir du crédit. Et je lui ai démontré que la Côte d'Ivoire dont a hérité le président, puisque lui-même il a reconnu que Laurent Gbagbo a laissé 6 000 milliards de dettes. La question n'est pas de s'être endetté. La question est de qu'est-ce que tu as fait avec les 6 000 milliards. Toi-même qui es là. Est-ce que tu peux nous dire ce que Laurent Gbagbo a fait avec les 6 000 milliards? Parce que c'est une dette que la Côte d'Ivoire a eue. C'est Laurent Gbagbo qui a contracté. Mais il a fait quoi avec? C'est ça. Or, la dette que Ouattara a eu à prendre. Quand Ouattara prend le pays, on n'avait que 3 universités. Aujourd'hui, nous en sommes à 9. Ça veut dire qu'il a fait 6. Si on prend le réseau routier, il a multiplié au moins par 3. Il a électrifié le pays à 95%. Il a construit des... Voilà. Si on rentre dans la santé, même chose. Et ce sont des choses qui se voient. Tu peux ne pas l'accepter parce que ton leader n'a pas été capable. Voilà. Mais au moins, les Ivoiriens qui voient et qui vivent ça, quand on en arrive aux filets sociaux, je dis, est-ce que ce n'est pas toi-même ton dirigeant Laurent Gbagbo? Quand il a repris en 2007 l'argent des planteurs, 2 milliards, il a dit qu'il va faire l'assurance maladie. Est-ce qu'il a été capable? Pourtant, Ouattara n'a pas eu à prendre l'argent de quelqu'un. Mais il a réussi à faire l'assurance maladie que les gens voient aujourd'hui et qui s'utilise. Mais mieux, laissons tout ça. Réfère-toi au dernier rapport du CEPIA. Réfère-toi au dernier rapport de la Banque mondiale. Je lui ai donné toutes les références. Et dit, voilà comment un intellectuel doit s'exprimer. Et voilà comment on doit agencer les idées. Mais toi, tu as parlé dans le vide. Tu ne peux pas, de façon factuelle, dire aux gens, voilà la preuve. Tu es totalement dans le vent. Et c'est là maintenant qu'il dit qu'il veut revoir si on peut réorganiser les thèmes du débat. Non. Tu voulais jouer les fous, non? Je viens de te mater pour te montrer qu'en tout temps, en tout lieu, même si on organise le débat 1000 fois, tu voulais venir prendre tes points. Mais tu as choisi la mauvaise personne. Et donc là, je vais te mater sans état d'âme pour te montrer que nous ne sommes pas dans la plaisanterie. Et qu'ici, là, même Laurent Gbagbo, toi-même ton Laurent Gbagbo, là, tu le mets dans un débat technique, moi je le démonte. Et là, l'individu s'est énervé, il veut faire dans les insultes, mais je l'ai bien embobé avec les injures. Finalement, il était obligé d'abandonner et c'est comme ça que ça s'est terminé. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, on a la capacité de nous adapter à tous les terrains. C'est ce que le grand maître nous dit. Il faut toujours s'adapter à ton environnement comme l'eau. Tu viens, tu veux faire un débat technique, on est prêt pour ça. Mais tu es venu aussi avec un esprit sectaire pour désorganiser et créer le chaos, mais on va te retourner ton chaos. Et donc, quelle que soit la manière que les gars viendront, on va toujours être capable de leur servir ce qu'ils veulent. Non, c'est clair. Non seulement on le dit souvent. Encore une fois, je voulais te féliciter. Moi, j'ai écouté. J'ai écouté, mais franchement, j'apprécie aussi ton esprit de synthèse là. Là, puis ta mémoire. Tu viens de résumer effectivement le débat. Et ceux qui n'étaient pas là, Dieu merci, ils ont eu le temps d'écouter. Et personnellement, je te félicite encore une fois. Non, en fait, les gens savent pas quelque chose. En plus d'être prêt intellectuellement, on est prêt spirituellement et on est prêt militairement. Moi, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on leur dit ça aussi, ça leur fait mal. Quand on vous dit intellectuellement, vous ne pouvez pas. Regarder comment un débat de 4 heures du temps, j'ai maté 2 gars en moins de 10 minutes. Ça veut dire que je suis 1000 fois plus fort que eux. C'est ce que la réalité prouve. Ça veut dire que ma capacité intellectuelle les a contraints à abandonner. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un match de boxe là. Ils ont mis 2 gars, moi j'étais là, moi seul. Et puis là, j'ai pris chaque bras là pour le faire tomber un coup. Chaos technique. C'est ce que ça veut dire. L'épaule en fait. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est le chaos technique. Et en plus de ça,
Chaque fois que les gars viennent, ils connaissent le verdict. C'est pas la première fois. On a vu combien de débats et tout le monde voit comment ça se termine. Donc, on va faire 1000 fois, ça sera ça. C'est comme le président Ouattara. On va le 1000 fois aux élections, il va gagner. Et de cette même manière, on est prêt spirituellement. Depuis là, nous, on a eu le temps d'apprêter nos gars. Ils ont l'esprit qui est focalisé sur ça. Mais militairement aussi, on est prêt. C'est le mot militaire qui vous fait mal là. Mais militairement là, nous, on est prêt. Ça va vous faire mal, mais on va vous dire ça. Non, c'est clair, c'est clair. Vraiment, encore une fois, merci beaucoup, hein, cher frère, d'être là, de faire ce travail que tu fais par rapport à la plateforme que tu as créée, que tu animes si bien. Et par rapport, merci d'être un rassembleur, hein, et merci d'être un bon leader également, hein, de communication. Je te félicite, pas pour faire comme les autres, hein, loin de là. Ce sont des mots qui sont sincères, ça vient de mon cœur, je le dis comme je le pense. Je ne suis pas en train de chercher à flatter ton ego, tout sauf ça. C'est réel. Avant de continuer, comme la dernière fois que j'avais parlé, j'aimerais que tu félicites et que tu encourages et que tous les EPV encouragent nos mères. Non, les Sali, les Djeneba, les Reines des Saba, les Nina, je peux pas, excusez-moi pour celles que dont je n'aurais pas cité les noms, je vous félicite toutes. Aujourd'hui encore, les dames là m'ont émerveillé. Aujourd'hui, ce lundi là, ah non, 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 non. Je ne sais pas, mais je me baladais comme ça sur TikTok, je suis tombé sur EPV, et puis voilà. Donc je me rends compte que nos soeurs, elles étaient là, toutes présentes. On a passé toute la journée. C'est jusqu'à 18h que moi je recevais quelqu'un. C'est là que je me suis déconnecté. Et puis, quand je me connectais, toi, tu avais déjà commencé justement ton émission. Et puis, bon, depuis lors, je suis connecté encore. J'étais suivi jusqu'à maintenant. Donc, vraiment, j'aimerais, chers soeurs, chers mères, chers frères, parce qu'il y avait Vini, il y a eu également j'oublie son nom, celui que je dis là, un joli thème, bravo. Comme toi, tu n'étais pas là, mais Sali était là. Le Premier ministre. Le Premier ministre. Voilà, c'est ça. Et il se fait appeler sur TikTok, je ne sais pas si c'est le modérateur. Voilà, le modérateur. Voilà, donc je le félicite également. Mais je pense qu'il avait un problème de connexion. Des fois, il descendait et remontait. Bon, bref, ou bien peut-être qu'il était occupé. Il y avait d'autres hommes aussi qui étaient là. Hein. Après, même, il y a des gens qui interviennent sur Facebook, qui étaient là aussi. Bon, j'ai oublié leur nom, mais je connais un peu leur logo. Quand je les vois, je sais que c'est eux qui étaient montés aussi. Et franchement, je leur rends grâce pour leur courage, mais je leur rends grâce aussi de donner l'occasion qu'on puisse échanger et dire des choses intéressantes sur ce qu'on a. Je crois que ça s'appelle les choses de la vie. Voilà, ça concerne les choses de la vie. Parce que il n'y a pas que la politique dans la vie. Il y a aussi le social, il y a aussi les relations humaines, il y a aussi les relations familiales, il y a aussi les problèmes personnels d'une manière générale. La spiritualité. Donc, voilà, il y a aussi la spiritualité. Et c'est même la spiritualité qui fait la vie. Avant tout, hein. Et la spiritualité est au début, au milieu et à la fin. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, on se dit des choses très intéressantes. Et franchement, je leur rends grâce par rapport à ça. Et je te rends grâce, encore une fois, parce que c'est toi qui es l'instigateur et à la base de toute cette richesse, ce partage, ce forum de partage, cette plateforme de partage qu'est la plateforme Éclaireur Pro Vérité, qui a commencé sur Facebook et qui est allée sur TikTok. Et on a bien fait de ne pas abandonner, de ne pas laisser TikTok au gore, parce qu'il faut aller occuper la place et puis prendre toute notre place et surtout s'imposer comme le soleil sur la terre. C'est très, très, très important, parce que quand le soleil est là, je ne vois pas quel autre astre peut tenir devant le soleil. Nous sommes le soleil, les EPV sont le soleil, et le soleil, c'est la vie. Le soleil, c'est l'énergie électrique. Et sans énergie électrique, sans le soleil, il n'y a pas de vie. C'est le soleil qui donne la vie. C'est le soleil qui illumine l'univers. En tout cas, dans le globe terrestre sur lequel nous vivons. Quand il n'y a pas de soleil, c'est la nuit.
Et qui parle de nuit peut assimiler ça aux ténèbres. Voilà, pour faire une sorte d'analogie. Ceci dit, éclaireur, franchement, je n'ai pas écouté tout, mais ce sur quoi je suis tombé, je vais directement aller là-dessus. J'approuve entièrement tout ce que tu as dit concernant le problème des Libanais et tout, mais le seul truc que je vois dedans, les gars veulent faire de la récupération. Parce que j'ai vu passer, j'ai partagé avec certaines personnes, pas pour relayer, hein, mais j'ai partagé avec toi et puis je crois certaines personnes de la classe éclaireur pro-vérité, juste pour que vous soyez informés. Je suppose que vous êtes déjà au courant. Les gens sont en train de chercher à faire de la récupération. Je pense qu'ils sont en train d'organiser, enfin, ils ont lancé, je ne sais pas si c'est une des paroles en l'air, sur certaines plateformes, l'idée que le 8, il va y avoir une marche contre les Libanais. Donc, vous voyez, tu vois que c'est pas le même combat que toi. Et c'est un autre combat. Toi, la preuve, tu as été le premier, enfin, en tout cas, l'un des premiers à ma connaissance à aborder le problème des Libanais, mais sous un angle de vérité. Sous un angle non seulement intellectuel, mais sous un angle social, sous un angle d'humanisme. Quand tu as abordé la question, c'est-à-dire le respect mutuel, le respect de l'autochtone, le respect des Ivoiriens. Et de dire on n'est pas contre les Libanais d'une manière générale, mais on veut simplement que effectivement les Libanais puissent changer de comportement. Nous avons tous plus ou moins des amis libanais, mais finalement, tout ce qu'on leur reproche, c'est tellement vrai. C'est des gens, ils ne sont en amitié avec toi que parce qu'ils ont un intérêt avec toi. Quand il n'y a plus d'intérêt, tu l'appelles, il ne décroche plus. Ça, je vous le dis honnêtement, sincèrement, c'est la vérité. Moi-même qui vous suis en train de vous parler, j'ai été victime de ça. Voilà, quelqu'un qui m'appelait mon frère, un Libanais, mais à partir du moment où il n'avait plus besoin de moi, quand je l'appelle, le jour où j'ai la chance qu'il décroche, il me dit je te rappelle, il ne me rappelle pas. Et après même, il a complètement coupé avec moi. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est des gens, ils sont comme ça. C'est comme ça, mais on va pas, c'est vrai, mais il faut qu'ils changent. Mais seulement, on va dire, en même temps, il y a la récupération politique que les gens veulent faire par derrière. Les gens de l'AES et également la propagande, les choses, comment on dit ça, on va dire, ceux qui veulent, en tout cas les déstabilisateurs russes, hein, qui sont aussi derrière et essaient d'alimenter d'une certaine manière. Bon, leur récupération, j'en suis convaincu, ne passera pas parce que beaucoup d'Ivoiriens, et notamment la majorité des militants RHDP, sont au-dessus de certaines choses et comprennent que c'est vrai, on peut dénoncer, mais on n'a pas besoin de faire de la flagornerie dans les rues contre les Libanais, ça ne nous intéresse pas. Voilà, le truc, c'est de les interpeller. Maintenant, si ponctuellement les Libanais ont posé un acte, on peut faire, oui, c'est vrai, une marche ou une manifestation pour dénoncer un fait précis. Ça peut se faire. Mais on ne va pas dire simplement que oui, aujourd'hui, comme on parle du problème des Libanais, donc on s'en va marcher. Non. On sait toujours que quand les gars sont en bas de ces choses-là, eux, leur problème, là, c'est mélanger le pays, là, pour qu'on ne puisse pas aller aux élections. Mais ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Maintenant, dans le même sens, cette histoire de les 8400, quand ils sont contents, ils se réveillent un matin, ouais, nous, les gens ne nous considèrent pas, il faut qu'on nous paye, on souffre, on fait ceci, cela et tout. En fait, moi, ça m'amuse et ça me fait rire, mais en même temps, ce que ça me soulève comme question, est-ce que ce n'est pas parce que ce que nous avons tous dénoncé sur la plateforme, c'est l'impunité là, c'est ça qui nous a menés dans tout ça là. Et c'est ça qui fait que des gens peuvent penser qu'eux ils vont se lever un jour et puis réclamer un truc et puis ils vont avoir quelque chose. Parce que c'est dans la même, pour moi, c'est dans la même lignée que la grève des enseignants. Pour moi, c'est la même chose. Effectivement. C'est un chapelet, ils sont en train de gréner. C'est un chapelet, hein, c'est une chaîne d'action prévue. Et c'est Soro Guillaume qui tire les ficelles de ça là. L'autre là, c'était plus les gars. Ça, c'est plus les gars de Soro Guillaume. Mais ça fait partie du même. Ils sont dans le même tempo. Ils essaient, en tout cas, de jouer une musique, leur musique à eux. Mais c'est inaudible. Nous, on n'entend pas cette musique-là. Cette musique, pour nous, vibre tellement bas que ça ne peut rien nous faire. On n'entend même pas ce qu'ils disent. Ils sont inaudibles et on ne peut pas les entendre. Et ils ne peuvent pas prospérer. Et ça ne pourra pas marcher. Pour la simple raison que l'objectif qui est derrière là, nous tous on connaît.
ils pensent qu'ils vont déstabiliser. Ils savent qu'ils ne peuvent pas déstabiliser, mais ils veulent surtout faire peur. C'est ça. Il faut que les gens retiennent ça. C'est important. Hein? Si on ne peut pas déstabiliser physiquement, mais on veut déstabiliser moralement, on veut déstabiliser psychologiquement, on veut déstabiliser pour que peut-être certaines personnes qui sont à l'international s'imaginent qu'on n'est pas encore stable, que la Côte d'Ivoire n'est pas encore véritablement en paix. Tous les signaux sont verts. À côté de ça, les gars jouent une autre partition sur les plateaux de télévision. Hier, par exemple, sur le plateau de NCI 360, encore une fois, l'autre trompette des gars. Vous voyez, le monsieur qui a intervenu avec toi hier, lui disait quoi? Il dit Ouattara a échoué, qu'il n'a pas pu réaliser ce qu'il a promis, c'est ce qu'il a dit. Mais sur le plateau de NCI, les gars qui étaient là-bas, encagoulés naturellement, ils se disent, ou bien encore les opposants, voilà, encagoulés qui se font passer pour se donner un titre qui n'est pas leur vrai titre. Tout le monde sait que c'est des opposants, pour ne pas dire des adversaires politiques ou des ennemis même politiques. Ils disent que la politique d'Alassane Ouattara, que ouais, ce ne sont que les chiffres. Ils ne s'intéressent qu'aux trucs macroéconomiques. Il n'y a rien d'humain dedans. Et Arthur Banga leur a dit, mais vous parlez de quoi? Quelqu'un qui construit des universités, c'est pas humain. Il veut que les enfants aillent à l'école. Quelqu'un qui construit des CHR, des CHU, qui construit des hôpitaux, qui fait qu'aujourd'hui, par sa politique, au minimum 5 km, tu as un centre de santé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas parcourir plus de 5 km sans tomber sur un centre de santé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est grâce au président Ouattara. Bon, qu'est-ce qui n'est pas humain là? On n'a qu'à faire quoi? Il fait filets sociaux. Il distribue l'argent aux plus pauvres pour que leur permette de pouvoir faire un petit commerce. Où est-ce qui n'est pas humain? Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à passer de maison en maison pour distribuer l'argent. Il n'a qu'à passer de maison en maison pour donner l'argent à chaque famille. Bon, montre-moi le pays où on fait ça. Même Dieu même qui nous a créés là, il ne permet pas à tout le monde d'avoir le bonheur. Et en fait, il ne permet pas. En tout cas, c'est pas lui qui fait que tout le monde, certaines personnes n'ont pas le bonheur. Puisque chacun doit se battre pour avoir le bonheur. Ça est là. C'est comme un plateau sur lequel il y a plusieurs plats possibles. Chacun vient pour se servir. Si tu n'as pas su te servir, c'est ton problème. Si tu as laissé sauce graine ou bien sauce arachide poêlée, maïs, sauce gnagnan, tu n'es pas venu accuser les choses Dieu. C'est la même chose. Alassane Ouattara, il a créé les conditions. Et il a créé les conditions. Je ne vois pas. Je défie quiconque, y compris au Faux-Boigny, de me montrer un président de la République qui a fait plus d'humanisme qu'Alassane Ouattara, qui augmente les revenus des paysans comme ça n'a jamais été augmenté en Côte d'Ivoire. Les paysans ne se sont pas portés mieux que sous le régime du président Ouattara. Donc, de quel humanisme les gens nous parlent? On parle de quoi? Alassane Ouattara, qui n'est pas socialiste, qui n'est pas communiste, qui est un libéral, qui applique une politique libérale, mais qui a humanisé son libéralisme, qui fait appeler son programme actuel, qui est en cours de réalisation de 2020 à 2025, il appelle ça Côte d'Ivoire solidaire. Mais ce n'est pas qu'un simple slogan. Je viens de citer des éléments probants, concrets, qu'il a réalisés sur le terrain qui montrent que sa politique est une politique de solidarité. Qu'il accepte de partager la richesse qui a été créée en Côte d'Ivoire. Lui, il accepte de partager ça. L'indice de développement humain dont certains opposants se sont fondus pour dire que ça avait baissé là. Cet indice-là n'a connu que sous le président Ouattara le niveau qu'il a connu, en tout cas le bon niveau qu'il a connu là. Il nous a fait passer, et ça tu l'as démontré dans plusieurs vidéos, plusieurs de ses interventions, grâce au président Ouattara, nous sommes passés d'une catégorie à la catégorie supérieure. Nous sommes dans la catégorie intermédiaire aujourd'hui. On était dans la catégorie de bas niveau. Nous sommes aujourd'hui dans la catégorie intermédiaire grâce au président Ouattara. Donc, de quel humanisme on parle? Sur le plan de l'éducation nationale, il a fait des investissements. On a parlé de l'université, on parle des lycées, des collèges, des centres, même le discours que tu as passé aujourd'hui là. Il a fait allusion à ça. Il a dit encore que parce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire là, et en plus conjugué au problème de la baisse du prix du cacao sur le plan international,
on ne pourra pas construire certaines salles de classe. Ça veut dire que c'est un président qui se souciait déjà du côté humain, du bonheur de l'homme ivoirien. Donc, de quel humanisme les gens vous parlent? Vous savez, ce que j'ai compris chez les opposants ivoiriens, les gens sont dans les affirmations gratuites. Ils sont dans des débats de grains. Ce ne sont pas des débats constructifs, ce ne sont pas des débats intellectuels. Même les intellectuels sont dans des affirmations gratuites. Le gars va venir te faire des affirmations lapidaires au lance-pierre, et puis, sur la base de ça, il est content. Et quand tu vas vouloir lui répondre, il va t'empêcher de développer. Il va t'empêcher d'argumenter. Parce qu'eux, ils n'ont pas de référence. Ils parlent toujours sans référence. Oui, pour dire que la Côte d'Ivoire est endettée là, il y a des références. Si la Banque mondiale n'a pas dit que la Côte d'Ivoire est endettée, c'est qu'on n'est pas, est super endetté ou le taux d'endettement est exagéré. Si la Banque mondiale ne l'a pas dit, le FMI ne l'a pas dit, le PNUD ne l'a pas dit, toutes les organisations internationales que nous connaissons dans le monde qui sont pour le développement des pays ne le disent pas, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas super endettée. C'est que le taux d'endettement est bien supportable. Si nous sommes en deçà du taux de 70% qui est le taux de référence de l'UEMOA, nous ne sommes pas super endettés. Donc je ne vois pas quel est le problème. Et si Alassane Ouattara, parce que c'est ce qu'ils veulent faire croire, que c'est parce que ce sont ses amis, si Alassane Ouattara est capable d'influencer toutes ces institutions internationales, tous ces agents de notation qu'on appelle S&P, qu'on appelle Moody's, qu'on appelle l'autre agence, les trois grandes agences de notation, si ces agences de notation-là disent que nous sommes bien gérés, que la Côte d'Ivoire est un pays en qui il faut faire confiance, si Alassane Ouattara est capable d'influencer tous ces agents de notation, plus toutes ces institutions, plus il est capable de les corrompre, si vous voulez, c'est que Alassane Ouattara doit rester présent à vie. Parce que qu'est-ce que nous recherchons au final? Nous recherchons quoi? Le bonheur pour notre pays, nous recherchons quoi? La bonne presse, nous recherchons quoi? La bonne image de notre pays, qu'est-ce que nous recherchons? L'honneur pour notre pays, l'honneur pour l'homme ivoirien. La considération que nos concitoyens doivent nous accorder, que le monde entier doit accorder à notre pays. Nous souhaitons être une vitrine. Aujourd'hui, tu as dit quoi? Que nous sommes numéro 1 en matière de sécurité d'aviation civile. Mais attends, il faut être un maître, un maestro, comme le président Ouattara pour faire ce genre de musique. C'est un véritable chef d'orchestre. C'est un véritable chef d'orchestre, c'est un orfèvre du développement. C'est un champion du développement. C'est ce monsieur-là que vous voulez que nous on déteste. Moi, je pose la question, comment vous faites pour détester le président Ouattara? Excusez-moi, expliquez-nous, moi je n'ai pas encore compris. Comment vous faites pour détester ce monsieur-là? C'est que vous ne vous aimez pas vous-même. Parce que quand tu détestes quelqu'un qui est en train de chercher à te donner du bonheur, c'est que tu te détestes toi-même. C'est que toi, tu es plus qu'un sorcier, même mieux que toi. Tu es plus qu'un sorcier. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des sorciers. Ils font la sorcellerie dans la politique. Je suis désolé. Ils font la sorcellerie. Quand il y a un problème dans ce pays, si ce n'est pas encore réglé, il faut te dire que Ouattara a déjà fait au minimum, s'il n'a rien fait, il a déjà fait 30 à 40, sinon 50, sinon 60%, il a réglé le problème. Honnêtement, c'est le seul gouvernement qui a l'honnêteté de dire oui, il y a tel problème ici, voici le niveau où nous sommes arrivés, mais voilà où on veut aller. C'est le seul gouvernement qui fait ça. Moi, je ne connais pas un autre gouvernement qui a fait ça dans ce pays-là. Ça n'existe pas. Nous, là, nous sommes les contemporains de développement de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu la présidence du président Houphouët-Boigny. J'ai vu la présidence, j'ai commencé à travailler quand Houphouët-Boigny était encore vivant, mais il était au soir de sa vie. J'ai travaillé sous le régime de Bédié, j'ai travaillé sous le régime de Gbagbo, j'ai travaillé sous le régime d'Alassane Ouattara. Je suis capable de dire, en tant que contemporain de l'histoire de la Côte d'Ivoire, que le plus grand développeur, le plus grand président dans le développement, le plus grand président de qui je n'ai jamais vu, le président Ouattara. Ça n'existe pas. Même parmi les Blancs, même quand je regarde là, moi j'ai du mal à accepter certaines comparaisons, peut-être avec les gars comme les Winston Churchill, les Roosevelt. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'Alassane Ouattara est arrivé. Oui, Alassane Ouattara, c'est notre Franklin Delano Roosevelt. Que vous le vouliez ou non, c'est notre Franklin Delano Roosevelt, qui avait eu droit à que, selon la Constitution américaine, tu as 2 mandats
Mais les Américains, pour leur bonheur, par amour pour leur pays, ont dit non, il faut laisser ce monsieur-là mourir quasiment au pouvoir. Il a fait jusqu'à 4 mandats. C'est le seul président dans l'histoire des États-Unis qui allait jusqu'à près de 4 mandats. Il a même terminé le 4e mandat sur, comment on appelle ça, chaise roulante. Mais je ne souhaite pas ça au président Ouattara. Même s'il doit faire le 4e mandat, mais il doit le terminer sur ses pieds. C'est ce que nous lui souhaitons. Parce que nous ne voulons pas qu'il soit malheureux. Nous lui envoyons que des pensées positives, des ondes positives. Et tous ceux qui ne veulent pas le voir, ils perdent leur temps. Seul Dieu tient la vie de notre pays. Seul Dieu tient la vie de notre président. Seul Dieu tient la vie de chacune de nos vies. Personne ne peut savoir qu'il va vivre dans 10 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans. Personne ne peut savoir. Oui, même si l'opposition dit que le fait qu'il y ait des centenaires sur la liste électorale, ça veut dire que la liste électorale, c'est une tricherie. Yacouba Doumbia, le journaliste, vous a dit que son grand-père a plus de 100 ans. Il est vivant, il a montré sa photo. Il est électeur. Donc, pour vous dire encore une fois, tout ça, c'est Dieu qui travaille. C'est-à-dire, Yacouba Doumbia, on ne sait pas dans quel... Il y a un vieux qui est là, qui est vivant, qui est sur la liste électorale, il a plus de 100 ans. Il est sur la liste électorale, il est ivoirien. Il a commencé à voter même beaucoup. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire n'existait même pas. Lui, il était déjà né. Il a commencé à voter depuis sous la République française, en tant que citoyen français. Depuis la Constitution de 1946. Jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, ce monsieur est sur la liste électorale à plus de 100 ans. Donc, pour vous dire que l'affaire de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une affaire simple. Mais c'est une affaire simple, quelque part. Puisque ceux qui se comportent comme étant des opposants, ce ne sont pas des opposants, c'est des ennemis de la République. Pourquoi je les appelle ennemis? Parce qu'un opposant reconnaît au moins les bienfaits de son concurrent ou le président qui est en exercice. À défaut de vouloir démontrer que le pouvoir est en train de faire des mauvaises choses, il évite de dire les bonnes choses dont il a parlé et il essaie de dire bon, le pouvoir en place a fait ceci, cela, moi si je viens, voilà ce que je vais faire. C'est ça un opposant. Un opposant fait des critiques constructives. En tout cas, à 80%. Les 20 autres pourcents, on peut mettre ça sur la mauvaise foi. C'est ça, aimer son pays. Mais nos opposants, là, ils se comportent comme des ennemis. Et même, j'ai dit tout à l'heure, c'est des sorciers. Parce que ce qu'ils font là, c'est la sorcellerie. C'est pas autre chose. Parce que le sorcier, puisque lui, il a décidé de te bouffer, là, de te manger, il a décidé de finir avec toi, de te tuer, quel que soit ce que tu vas lui faire, même si tu veux la même, il faut donner tout ton salaire. Il faut mettre son nom sur ton compte bancaire. Il n'a qu'à, on vire ton salaire, lui, il prend, il bouffe. Donne-lui tout ce que tu veux, achète une voiture pour lui donner. Donne-lui même, achète une villa, mais il va te tuer. Parce que lui, il est sorcier. Et nos politiciens sont les sorciers, nos opposants sont les sorciers. C'est ça la réalité. Et c'est triste. C'est pour ça que je ne les appelle pas opposants, je les appelle, comment on appelle, adversaires politiques, je les appelle ennemis. Parce qu'ils sont dans la négation même de la nation ivoirienne. Une des preuves qu'ils sont dans la négation de la nation ivoirienne, lors de la CAN, est-ce qu'il y a un événement que vous pouvez citer de mémoire d'Ivoiriens qui nous a le plus réunis, à part l'indépendance en 1960, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a un événement qui a plus réuni les Ivoiriens dans cette ère contemporaine que nous connaissons là, plus que la CAN? Mais les opposants, certains opposants, notamment Laurent Gbagbo, se sont mis à l'écart. Ils se sont mis carrément à l'écart. Ils n'ont jamais dit félicitations aux éléphants. Mais est-ce qu'il n'y a plus anti-nationalistes que ces gens-là? Aujourd'hui, ils veulent faire tomber le président Ouattara avec l'aide de qui? L'aide de nos pires ennemis, c'est-à-dire aller s'allier avec l'ennemi juré de la Côte d'Ivoire, que sont les gens de l'AES, pour faire venir mettre le cafouillage dans leur propre pays, parce que simplement, eux, ils veulent le fauteuil présidentiel. Est-ce que ça, excusez-moi, de vous à moi, si tu es un homme normal, si tu n'es pas maudit, si tu ne veux pas maudire ta vie, est-ce que tu peux supporter des gens comme ça? Tous ceux qui sont dans l'opposition, qui supportent ces gens, des personnes-là, oui, je vous dis ça. Parce que ce n'est pas la peine. N'allez pas à l'église, n'allez pas à la mosquée
pratiquez la sorcellerie, point barre. Et puis, on passe à autre chose. C'est plus simple. Là, vous ferez preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Je ne vous demande pas d'aimer le président Ouattara, mais combattez-le à la loyale. Mais surtout, évitez d'aller prendre les djihadistes pour venir déstabiliser votre propre pays. Parce que quand vous allez vous allier avec les gens de l'AIS, est-ce que vous savez de quoi sera composé leur contingent qui vont attaquer votre pays? Et qui vous dit qu'il n'y aura pas de djihadistes dedans? Ils vont profiter de l'occasion. Vous voyez? C'est-à-dire que voici des gens, comme on l'a toujours dit, qui ne veulent pas faire, mais qui veulent être. Ils veulent, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes arrivés à ce que les travailleurs, les fainéants et les vauriens veulent qu'on enlève le travailleur pour qu'eux ils vont venir s'asseoir pour jouir. Ce sont les disciples de Balthazar qui fait le buzz aujourd'hui sur les réseaux. C'est les disciples de Balthazar, des gens qui ne réfléchissent qu'en dessous de la ceinture. Ce qui compte pour eux là, c'est leur pin, excusez-moi, les frères et les sœurs. C'est tout. Ça veut dire que eux là, c'est ce qui est en bas de leur ceinture, et puis leur ventre, remplir leur ventre, et puis chercher les femmes. Ça veut dire, en fait, c'est pas croyable quoi. C'est fou. Et c'est révoltant. Tout ça fait que la plateforme éclaireur pro-vérité qui fait des efforts pour mettre le débat à un niveau supérieur, à un niveau, on va dire, vraiment de ce qu'on appelle le moi supérieur, à un niveau vraiment, un niveau intellectuel et un niveau spirituel très élevé. C'est la plateforme, que les gens le veuillent ou non, qui donne le tempo sur la toile aujourd'hui, que les gens le veuillent ou non. Parce que quand les plaisantins vont créer sur TikTok des panels pour passer leur temps à dire que oui, on va tuer les doulas. Moi, actuellement là où je vous parle, je suis au Libéria, ici c'est sur cela. Mais vous faites peur à qui? Vous faites peur à vous-même. C'est que vous ne savez pas. Vous savez, je vous donne une information à laquelle vous ne faites pas attention. J'ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé à parler que nous vous battrons sur tous les terrains possibles. Quel que soit le terrain sur lequel vous allez nous emmener, nous allons vous battre. Nous vous battons sur le terrain intellectuel, nous vous battons sur le terrain politique, nous vous battons sur le terrain militaire, nous vous battons sur le terrain social, nous vous battons sur le terrain Donc, de quoi on parle? Vous perdez votre temps. Quand vous allez parler de violence, là, quand vous allez commencer là, vous n'allez rien comprendre. Ça veut dire vous allez regretter pourquoi on a commencé ça là. Parce que vous ne savez pas ce qui va s'abattre sur vous là. C'est la foudre divine qui va s'abattre sur vous. Mais incarné dans tous les militants RHDP. C'est ce que vous ne comprenez pas. Hein. Ça, vous n'avez rien compris. Hein. Essayez. Vous allez mordre vos doigts jusqu'à l'os. Parce que ce sont des combats qui sont perdus d'avance. Parce que quand on regarde vos champions que vous voulez présenter aux élections présidentielles de 2025, ils ont tous des casseroles. Tous, sans exception. Laurent Gbagbo, lui, on ne parle pas. La preuve, il n'est pas sur la liste électorale. Donc lui, je ne vais même pas m'attarder dessus. Quand vous prenez Chaka Dian, lui, il a un problème de nationalité. Dans le fond comme dans la forme. Dans le fond, il est d'origine sénégalaise, ça c'est un. Mais dans la forme, il a un problème. La constitution ivoirienne dit, et ça il faut que les gens, les juristes de Tidjane Thiam là, dites-lui la vérité. Hein. C'est déjà gâté, il n'a même pas commencé, mais il a déjà perdu. Le code de nationalité ivoirienne dit que pour être candidat là, il faut être ivoirien exclusivement. Il faut avoir la nationalité ivoirienne, exclusivement la nationalité ivoirienne. Or, nous savons que Tidjane Thiam, pendant 24 ans, a utilisé la nationalité française. Et jusqu'à présent, même, il a la double nationalité. Enfin, il n'a même pas la double nationalité, il a déjà perdu la nationalité ivoirienne. Il est français, en réalité. Puisque la double nationalité, là,
Ça n'existe pas en réalité en Côte d'Ivoire. Elle ne peut exister que pour des gens qui sont nés de deux parents, un parent ivoirien et un parent étranger. Mais ce n'est pas le cas de Tidiane Cham. Voilà la réalité. Ce n'est pas son cas. C'est quelqu'un qui a eu la nationalité ivoirienne, qui a utilisé le passeport ivoirien jusqu'à quand il a quitté le gouvernement net, il est allé en France, il s'est comporté comme un Français. C'est-à-dire que c'est le passeport français qu'il a le plus. Je sais, dernièrement, là, en 2023, oui, je crois, pour rentrer en Côte d'Ivoire, là, on lui a donné un passeport ivoirien. Ça, mais c'est parce que le président Ouattara est gentil. Sinon, on aurait pu dire non, appliquer la loi. On allait lui dire non, monsieur, on peut vous donner le passeport parce que vous n'êtes plus ivoirien. Vous êtes français, puisque vous avez la nationalité française. On aurait pu lui dire ça. Donc, déjà, lui, là, il est diable. Il est mort là, déjà. Je ne parle même pas d'abord même des autres problèmes qu'il a, les histoires, il est poursuivi en justice, il a mal géré ceci ou cela, en plus du fait qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Parce que même quand tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas climatiser une maison en papeau. Moi, je suis désolé, une maison en bambou où il y a de la paille qu'on prend pour couvrir tout ça. Moi, franchement, je suis désolé, quoi. Quelqu'un qui dit tout ça là, vous voyez que lui déjà, le deuxième, lui, il est mort. Soro Guillaume, lui, son parti n'existe pas, il n'est pas sur la liste électorale. En plus de cela, son nom est cité que dans les problèmes de déstabilisation. Éclaireur a passé, c'est ce matin même quand j'ai vu ça, je me lavais et puis j'écoutais. J'ai vu que Soro Guillaume est cité dans une affaire de... Rémi Ngono cite Soro Guillaume dans une affaire de déstabilisation du Cameroun. Et moi je crois. Pourquoi? Comment on l'appelle? Son conseiller là, c'est un Camerounais. Français Niamsi. On peut croire que Soro Guillaume est encore impliqué là. Pourquoi on va citer son nom? Lui, il est qui? Et puis Rémi Ngono n'a pas de compte à régler à Soro Guillaume. Soro Guillaume, s'il cite là, c'est parce que justement Soro est impliqué dedans. Et moi, je crois. Parce qu'il se fait passer pour un expert en déstabilisation. En fait, c'est un mercenaire en réalité. Son nom est partout. Il est dans tout. Regardez, hein, Ibrahim Kaka, pour parler comme éclaireur, a commencé à parler de déstabilisation de son pays par la Côte d'Ivoire. C'est quand Soro est arrivé là-bas que ça va s'arriver. C'est vrai, il n'était pas en odeur de sainteté avec le président Ouattara. Hein. Mais c'est quand lui est arrivé là que les histoires, nos problèmes avec les gens de l'AES se sont exacerbés. Même le fait qu'on a attrapé nos 46 soldats là, c'est Soro Guillaume qui est en bas. Tout le monde sait ça. Il n'y a même pas de démonstration à faire. Nous tous nous en sommes conscients. Mais comment vous voyez déjà que les trois là même là, Dieu s'est occupé de les disqualifier pour nous donner. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, l'élection de 2025 va bien se passer. Contrairement à ce que les uns et les autres parlent. Parce que dès maintenant, là, ils nous ont déjà montré qu'eux, ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Ils veulent faire ce qu'on appelle la violence. Ils veulent déstabiliser le pays, ils veulent utiliser la violence, mais ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens. Ils sont dans ce qu'on appelle le rêve. Ils sont dans ce qu'on appelle l'espoir perdu. C'est un espoir perdu. Voilà, ils sont en train c'est-à-dire que c'est vraiment, Dieu, si Dieu pouvait nous faire ça, voilà, ce sont ces gens de prières-là qui sont en train de faire. C'est tout. Parce que des gens ne peuvent pas venir s'asseoir sur des panels pour ne parler que de chercher à tuer d'autres, leurs semblables, simplement parce qu'on doit écrire le nom d'un individu sur la liste électorale. À cause de ça, là seulement, là, wallahi, si le président Ouattara a écrit le nom de Gbagbo sur la liste électorale, moi, je ferai partie des gens qui vont descendre dans la rue. S'il faut prendre fusil là, nous, on va tout laisser. Je vais dire à ma femme et mes enfants que, excusez-moi, on va accepter de mourir pour que le Gbagbo n'aille pas aux élections. Pour la simple raison qu'il n'y a pas plus injuste que ce que les gens sont en train de faire. Hein? Donc, à cause de Gbagbo, qui a déjà fait tuer plusieurs Ivoiriens. Il va venir encore faire tuer les gens parce que simplement, nous, son nom là, on doit écrire ça sur la liste électorale. Son titre foncier qu'il a sur la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à déchirer. Éclaireur, vraiment, encore une fois, je te remercie. Il n'y a pas de problème. De cette opportunité que tu donnes tous les jours à chacun de nous pour pouvoir nous exprimer, aider nos frères et sœurs, en tout cas partager nos points de vue avec nos frères et sœurs
essayer autant que faire se peut, pas de les convaincre, mais de leur apporter notre contribution à leur compréhension des événements politiques qui concernent notre vie, notre pays, mais surtout à la bonne compréhension. C'est ce que nous recherchons. Nous pensons que nous sommes en train de dire des choses qui sont vraisemblables. Nous ne sommes pas dans ce que nous appelons la manipulation. Loin de là. Nous n'est pas dans ce domaine-là. On n'est pas animé d'un esprit de manipulation, on est animé par un esprit de vérité. C'est pour ça que justement, cette plateforme s'appelle Éclaireur Pro-Vérité. On veut éclairer les gens, mais leur dire la vérité. Promouvoir ce qu'est la vérité. Et je pense que chacun de nous, en tout cas, fait l'effort de promouvoir la vérité. Depuis que j'écoute les gens sur cette plateforme, j'ai ce sentiment-là, à commencer par toi-même et par tous les autres qui interviennent, selon leur style langagière, essaye en tout cas de faire preuve de la plus grande probité possible dans leur intervention et dans leur façon de communiquer, en tout cas leur vérité sur la plateforme et communiquer leur vérité à nos frères et nos sœurs qui nous écoutent et qui nous soutiennent. Et nous leur souhaitons bonne chance, bonne continuation, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse le président Ouattara, Dieu bénisse les Ivoiriens, Dieu bénisse la plateforme Éclaireur Pro-Vérité. Vraiment, cher Aîné, merci à vous-même. Merci pour la bénédiction que vous êtes pour cette plateforme et pour chacun d'entre nous. Et merci pour la lumière que vous apportez. Et vous dire merci, c'est vraiment le mot qu'on peut utiliser. Mais comme on le dit, Dieu voit tout mieux que toute autre personne. Et vraiment, notre choix n'a jamais été que d'apporter notre part de vérité pour que chacun puisse aller de l'avant. Parce que la manipulation ne peut pas aider. Et malheureusement, certains ont choisi cette même manipulation comme une arme contre la population ivoirienne, c'est-à-dire embobiner les Ivoiriens dans le seau du mensonge et puis après les abandonner à leur propre corps défendant. Et ce n'est pas sérieux. À un certain moment, il faut changer. Et c'est ce que nous demandons aux Ivoiriens. La politique qui se faisait en 1990, où on pouvait excuser l'ignorance des uns et des autres, parce qu'il n'y avait qu'un seul journal, il n'y avait que la RTI, il n'y avait qu'une seule radio. Aujourd'hui, vous avez une variété sur Internet. Vous pouvez suivre même des plateformes de mensonges. Chacun a tellement le choix d'aller là où il veut qu'aujourd'hui, on ne peut plus excuser qui que ce soit. Et donc, c'est à chacun de guider son âme et de libérer son esprit à travers ce qu'il ou elle voudra aujourd'hui. Mais quand on retrouve des gens qui viennent encore s'ajouter à nous pour faire ce très beau combat, c'est vraiment à vous que reviennent tous les remerciements. Et vraiment, merci infiniment. On va vous laisser vous reposer. Vous souhaitez une excellente soirée ainsi qu'à la famille. Merci beaucoup, Éclaireur. Merci à tous les membres de la plateforme. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup.